Bonjour Général Patrick Dutartre. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va d'abord faire un point sur Bakhmout, parce que ces dernières heures, les deux parties, ukrainiennes comme russes, ont fait savoir qu'il y avait de violents combats. Evgeny Prigojine lui-même reconnaît, plus on s'approche ou plus on tente de s'approcher du centre de la ville, plus ils sont durs. Est-ce qu'on est capable, de là où nous sommes, d'évaluer le rapport de force, de dire si les Russes ou les Ukrainiens ont pris une forme d'avantage à Bakhmout ? Non, dans l'état actuel des informations dont on dispose, c'est extrêmement difficile de dire que l'un ou l'autre prenne un avantage. À mon sens, Bakhmout devient un peu le Verdun ukrainien, en fait. C'est-à-dire qu'une opposition non-stop en 9 mois, avec des avancées extrêmement minimes d'un côté ou de l'autre. La chose nouvelle, en fait, depuis quelques heures, c'est cette fameuse usine Azom, qui est un peu l'Azovstal, en fait, de Bakhmout. Il y a un complexe industriel, juste resitue pour nos téléspectateurs, qui est au nord de la ville. Absolument. Plus petit qu'Azovstal ne l'était à Mariupol, parce que là, on parle d'1 km², mais avec un réseau de souterrains, une source d'eau, des générateurs électriques, et qui peut devenir un point de fixation, c'est ce que vous voulez dire? En point de fixation, en tout cas, un point de combat assez violent, si vous voulez. Et là, on est vraiment dans le corps à corps. Parce que si vous avez deux forces opposées qui s'engagent dans des souterrains sur une dizaine d'étages, c'est extrêmement destructeur pour l'un et pour l'autre. Et donc, on ne sait pas trop comment va se passer, en fait, ces batailles. Mais le front est relativement stabilisé, avec des avancées d'un côté, des avancées de l'autre. La résistance ukrainienne est assez remarquable, quand même, à Bakhmout depuis 9 mois. Avec quelles armes on se bat sur le terrain? Hier, le commandant des troupes terrestres ukrainiennes parlait de l'artillerie, parlait des chars, mais c'est un combat de ville. On a vu les images, détruites très largement, mais avec quoi on se bat? C'est essentiellement des troupes d'infanterie, en fait. Là, dans le combat en ville, on observe assez peu de chars. C'est aussi dû un peu au relief autour et beaucoup de maison après maison. Donc ça veut dire des tirs de Kalachnikov, des tirs de sniper, et puis en appui de l'artillerie qui doit être coordonnée, si vous voulez, pour frapper les forces adverses, mais sans toucher ses propres forces. Donc on est vraiment ce qu'on appelle le corps à corps en ville, et ça c'est extrêmement destructeur pour l'un ou pour l'autre. Donc je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer dans les heures qui viennent. Quand on dit le corps à corps, pardon, Général Patrick Dutartre, pour être très précis, on parle de quelle distance entre un soldat russe et un soldat ukrainien? Voilà, c'est 300 mètres, 500 mètres, 1000 mètres. Donc ça se fait vraiment tout de suite à vue. C'est pas comme des tirs d'artillerie où vous pouvez tirer à 2, 3, 10, 20, 40 km, ou des tirs d'aviation où vous pouvez tirer beaucoup plus loin. Là, vous voyez votre adversaire de l'autre côté. Donc c'est pas forcément l'état-major qui décide de la frappe qu'on va mener, c'est directement le soldat sur le terrain qui voit son ennemi. Absolument, absolument. Et quand même une coordination d'artillerie, mais plus on est proche, plus on est en ville, plus c'est difficile, en fait. Donc là, c'est vraiment les forces qui sont sur le terrain, et c'est pour ça que c'est extrêmement coûteux en hommes. Alors sur les chiffres, justement, parce que vous y faites allusion, on va les prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'à chaque fois, forcément, ce sont des chiffres que nous ne pouvons pas vérifier, c'est important de le souligner. Côté ukrainien, on semble être entre 100 à 200 victimes par jour à Bakhmout. Côté russe, c'est les Ukrainiens qui ont communiqué pour dire que vendredi, samedi avaient été des journées globalement particulièrement meurtrières, au-delà d'1 millier de morts. On serait même à 40 000 morts à Bakhmout au total. Et vous rappeliez que ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, donc naturellement, c'est un cumul qui est important. Est-ce que les états-majors, d'un point de vue réfléchi, peuvent se dire ça vaut le coup, il faut le faire, il faut accepter de perdre ces hommes? Comment on fait l'arbitrage entre se dire là on engage de la vie humaine et là on y renonce? Non, mais un chef de guerre n'a jamais envie, si vous voulez, d'exposer trop ses hommes. Là, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est un point de cristallisation de l'ensemble du conflit. L'intérêt pour les Ukrainiens, il est simple. C'est que vous fixez les forces russes, vous les affaiblissez de manière considérable, et ça vous permet de préparer autre chose plus tard. Mais est-ce que les Ukrainiens ne s'affaiblissent pas eux-mêmes? Parce que si, effectivement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, c'est notre stratégie. D'ailleurs, Mikhailo Podolyak, qu'on cite souvent sur nos plateaux, qui est l'un des plus proches conseillers de Volodymyr Zelensky, le dit dans un entretien au journal italien La Stampa. Il dit, on veut réduire au maximum les effectifs russes, les enfermer dans quelques combats clés puissants, mais il manque un peu la fin de la phrase. Et eux,
Et eux, les Ukrainiens, comment font-ils face? Ah, mais c'est vraiment la grosse problématique. Hein. Heureusement, il semblerait qu'il y ait une perte de 1 pour 5, hein, le côté entre 5 et 7. Mais je pense C'est-à-dire que quand les Ukrainiens perdent un homme, les Russes en perdent 5 à 7. Absolument, oui. C'est ce qu'on imagine. Hein. C'est très difficile de faire le comptage précis. Et donc, le président Zelensky a convaincu au fait aussi ses chefs militaires que c'était important de stabiliser ici parce que on prépare la suite en fait et on affaiblit. Mais c'est vrai que c'est un coût humain extrêmement important. De toute manière, le président Zelensky laissera son chef d'état-major décider, si vous voulez, à un moment donné, de vraiment de la manœuvre tactique sur le terrain. Et c'est-à-dire, c'est la grande force des Ukrainiens, c'est qu'on laisse une grande latitude aux troupes sur le terrain, contrairement aux forces russes. Alors, quand vous dites la suite, j'imagine que vous faites allusion à l'idée qu'il puisse y avoir une contre-offensive ukrainienne. Pas forcément à Bakhmout, d'ailleurs, plutôt ailleurs. Je faisais allusion à Mikhailo Podolyak à l'instant. Il donne même une date, c'est un peu surprenant, toujours dans le journal italien La Stampa. Il dit l'Ukraine lancera sa contre-attaque dans 2 mois, ce qui veut dire au mois de mai. Bon, quand on le lit, on se demande, est-il sûr de son fait à ce point pour pouvoir le dire de manière transparente, ou y a-t-il là un leurre pour les Russes? Qu'est-ce qui vous paraît le plus probable en termes de stratégie? C'est très difficile de dire à une date près, mais effectivement, c'est pas illogique que ce soit dans cette à peu près à ce moment-là. Pourquoi, quand vous dites pas illogique? C'est pas illogique parce que on attend, enfin, je pense côté ukrainien, c'est le renfort de tous les chars lourds qui ont été promis par les Occidentaux. Les chars légers français sont déjà arrivés sur le théâtre. Les premiers chars Léopard sont arrivés. AMX 10RC dont on a AMX 10RC, qui donne une grande souplesse de déplacement et puis qui ne sont pas neutres. Quand même, un canon de 105, c'est impressionnant. Et les chars Léopard qui arrivent, donc avec ces moyens-là, vous avez plus d'une centaine de chars qui peuvent être engagés dans quelque part une percée peut-être à un endroit. Mais évidemment, l'effet de surprise est extrêmement important. Du coup, il faut être relativement discret sur l'endroit et sur l'heure de ces types d'attaques. La fenêtre de tir, elle correspond aussi certainement à une fenêtre météo qui sera peut-être un peu plus favorable. Vous avez raison. On est dans une période qui est humide. On a souvent parlé sur nos plateaux de la Rasputitsa. Bon, l'idée c'est qu'à un moment la neige fond, que ça imbibe les sols d'eau et que ça rend, pour les chars dont vous venez de parler, plus difficile la progression aussi. Absolument, c'est pour ça qu'il faut choisir le moment. Vous savez, sur un théâtre d'opération, il y a 3 choses. Il y a bien sûr les forces en présence, mais il y a le relief, très important, et également la météo. Et en fait, en fonction de tous ces éléments, il faut choisir la meilleure attaque possible à un instant T. Vous disiez une centaine de chars, aidez-nous à nous rendre compte. Une centaine de chars, ça permet quoi? Est-ce que ça va être, c'est un mot en anglais qui me vient, un game changer, est-ce que ça va être un tournant dans la guerre, le fait qu'il y ait des dizaines de chars en plus ou en moins à l'échelle du territoire ukrainien? Ça dépend de la concentration des forces en fait. Si vous le concentrez à un endroit donné, oui, effectivement, c'est extrêmement efficace. Mais il faut beaucoup de précautions. Il faut vérifier que l'opposition soit pas trop importante à ce moment-là. À la limite, il faut préparer le terrain avec l'aviation ou l'artillerie. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas trop de mines à cet endroit-là pour renforcer. Effectivement, c'est un élément qui peut être déterminant. Et je pense que ça va être, c'est ce qu'on va observer en fait à l'issue du printemps pour voir s'il y a cette offensive. Parce que pour l'instant, l'effort russe est en ce moment en fait quelque part. Leur offensive est en ce moment. Pardon ? Leur offensive, effectivement, à plusieurs endroits, on sent qu'ils mettent une pression assez importante, mais elle n'est pas significative, et tant mieux pour les Ukrainiens. La défense est toujours aussi héroïque et aussi efficace. Donc maintenant, ça va être aux Ukrainiens de s'engager à un endroit donné. Et puis ensuite, après, il faudra trouver Ce sera fonction, en fait, de cette attaque qu'il faudra décider de l'avenir du conflit, à mon sens, et peut-être qu'il sera temps qu'un juge de paix essaie de trouver une solution pour le futur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous dites soit l'offensive est décisive et les Ukrainiens reprennent l'avantage, oui. Soit le statu quo nous conduira à dire le militaire n'est plus une solution? C'est-à-dire que épuisement des forces, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trouver une solution, si vous voulez, bien sûr dans l'intérêt des Ukrainiens, mais qu'on arrête les destructions meurtrières et qu'on trouve une solution d'avenir, bien sûr, dans l'intérêt des Ukrainiens. Mais pour le moment, on est plutôt, nous, occidentaux, dans une logique de continuer à les aider militairement. Vous parliez des chars. L'Espagne a communiqué hier pour dire, nous, ça y est, on est en train de parachever la formation de 55, c'est le chiffre qui est donné, soldats ukrainiens pour les fameux Léopard 2, les chars dont vous parliez tout à l'heure. On sait qu'il y a toute une série de pays, des Léopards en particulier, les Challenger britanniques, qui doivent encore faire leur effort. Est-ce qu'on a tort de le faire ?
Non, parce que en fait, les Occidentaux ne voulaient pas, que ce conflit, d'abord, que le conflit s'arrête le plus vite possible, deux, que les Russes se retirent, trois, qu'il n'y ait pas d'externalisation de ce conflit. Force est de constater que les Russes, c'est surtout Poutine et ses principaux collaborateurs qui ne comprennent que la force. Et ça, on est obligé de l'observer. Donc ça veut dire quoi? Donc il faut une résistance très importante du côté ukrainien, leur donner moyen de résister et de montrer au moins qu'il y a un minimum d'équilibre, voire une reprise significative de la part des Ukrainiens de leur territoire, ce qui pourrait permettre de trouver peut-être une solution de paix en fait. Quel armement vous paraît être prioritaire aujourd'hui sur le terrain ukrainien? Qu'est-ce qui peut faire la différence? On parlait des chars à l'instant, mais il n'y a pas que les chars. Bon, les Ukrainiens ont eu l'occasion de demander des avions, ils ont eu l'occasion de demander des systèmes de défense antiaérienne. Il y a une palette en fait qui est gigantesque. Absolument. En réalité. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui contribuer à cette inversion du rapport de force, on va dire à une accentuation du rapport de force en faveur des Ukrainiens? C'est vrai que si les Ukrainiens disposaient d'une aviation consistante, ce serait significatif pour attaquer toutes les zones de front avec leur aviation. Mais c'est pas le plus probable vu la réserve des Occidentaux aujourd'hui. Non, et puis surtout, c'est ce que les Russes ont pris soin de faire dès les 2 premiers jours, c'est de détruire l'armée de l'air ukrainienne, à juste titre, pour prendre tout l'espace aérien. Alors heureusement, les Ukrainiens ont gardé quand même quelques avions, ils ont été réarmés, ils ont même reçu très récemment, vous le savez, des kits de précision pour leurs bombes, qu'on appelle des JDAM, Joint Direct Attack Munitions, ce qui leur permet, si vous voulez, d'avoir des bombes classiques, si vous voulez, qui sont tirées en balistique, mais là d'être guidées avec une haute précision sur les objectifs et à longue portée, parce qu'on leur donne un kit de vol en fait. Mais dans quelle proportion? Qu'est-ce que ça change en termes de quantité, pour le coup, au-delà de la qualité? Peut-être pas assez, en fait. Ça donne surtout de la précision, si vous voulez, d'attaquer des objectifs logistiques et en arrière du front auxquels qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui. Donc ça, c'est le gros avantage, mais bien sûr, il en faudrait plus. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de MiG-29, tous les MiG-29 qui restent dans l'ex... Pacte de Varsovie devraient être envoyés, oui, ce sont des avions de combat, devraient être équipés de ce type de matériel et envoyés bien sûr en Ukraine. D'autres avions occidentaux, c'est très long, ce qui n'empêche pas quand même, ce qui a commencé à être fait dans 2 pays, la formation de certains pilotes ukrainiens pour le futur. En disant, si un jour on vient à la livraison, absolument, au moins on aura avancé. Hier, et on en parlait chez David Pujadas hier soir dans 24 heures Pujadas, la Suisse s'est mise au centre d'une controverse, y compris une controverse interne, parce qu'il y a des critiques au sein du pays, parce qu'elle a choisi de détruire des armes qui auraient pu être livrées à l'Ukraine. C'est le cas par exemple de batteries anti-aériennes, avec une raison très simple, le principe de neutralité. Le président suisse le dit de manière très claire. Il dit les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres. Bon, c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on se dit qu'une arme, a priori, c'est pour être dans la guerre, mais dans la doctrine telle qu'il l'entend lui, c'est pour défendre le territoire suisse avant tout, et pas pour alimenter un combat entre des belligérants extérieurs. Est-ce que vous trouvez ça choquant, cette décision suisse ? Les deux se comprennent. Oui, choquant parce que ces matériels seraient tellement nécessaires sur le théâtre ukrainien que plutôt que de les détruire, de les donner aux Ukrainiens. Mais ça fait appel à l'histoire de la Suisse. Cette neutralité qui est historique chez eux. Chaque pays doit être respecté. Mais il n'empêche que nous, effectivement, on préférait nettement que ces matériels viennent en Ukraine. Donc on prend acte, et en réalité on se dit c'est une démocratie, la Suisse, c'est une démocratie qui a toujours respecté et même invoqué la neutralité d'ailleurs, quel que soit le conflit. Mais ça veut dire qu'en fait le conflit ukrainien, si on résume ce que nous disent les Suisses, n'est malheureusement pas un conflit à part. C'est un conflit parmi d'autres, comme ceux qu'on a connus dans l'histoire. Et c'est un conflit avec lequel on doit lutter avec nos propres moyens, nos propres armes, sans compter sur des soutiens extraordinaires. Oui, mais ça fait appel à une notion qui est importante. Je pense qu'il faut que sur cette terre, on diminue les conflits, quoi. Et il faut trouver des solutions. Et là, la vraie solution, c'est qu'on trouve un système rénové, probablement le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut trouver une solution pour qu'on se désarme. C'est pas possible. Si on prend un peu de recul, je veux dire, les conflits, il faut arrêter ça. Si vous voulez, on est au XXIe siècle, au début du 3e millénaire. Et c'est un militaire qui le dit. Mais oui, mais bien sûr, il faut arrêter. Je veux dire,
dire, en tant que militaire, vous savez, il est là pour défendre les valeurs de votre pays. Je suis très très heureux d'avoir pu faire cette chose-là. Mais il faut quand même que l'avenir de l'humanité, c'est la paix en fait. Et donc, pour moi, ce monde a 3 priorités. 1, la paix. 2, la protection de notre planète. Et 3, trouver un système de fonctionnement économique pour répartir au mieux les richesses et qu'on vive en harmonie. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour diminuer les tensions sur cette terre, on doit le faire. Mais Général Patrick Dutartre, aujourd'hui, on en parlait à un instant, on arme les Ukrainiens. Ça se comprend, ils sont agressés. Donc on fait notre maximum pour leur apporter un armement. Si on regarde les chiffres qui ont été compilés par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé en 2022. L'Ukraine est devenue la 3e destination mondiale. Elle consorte 31% des importations d'armement en Europe, 8% des échanges mondiaux. Les importations à Kiev ont été multipliées par plus de 60 en 2022. Ça fait beaucoup de chiffres, mais il faut retenir une idée, des armes, des armes, des armes. Que se passera-t-il demain? Quand le conflit sera terminé, en espérant qu'il se termine bien sûr le plus vite possible, qu'adviendra-t-il de toutes ces armes? Est-ce qu'il y a un risque qu'elles atterrissent dans la nature, qu'elles se volatilisent, qu'elles soient saisies, l'objet de contrebande? On sait qu'il y a des milices sur le terrain, on parle souvent de Wagner. On sait eux-mêmes que les Ukrainiens parfois récupèrent des chars russes parce qu'ils récupèrent des pans de terrain. On n'est pas à l'abri que leurs armes à eux aussi soient récupérées demain et tombent dans des mains mal intentionnées. C'est tout à fait juste. C'est pour ça qu'il faut un jour une police internationale qui fasse, si vous voulez, la police sur la planète, en fait, quelque part. Et donc, aujourd'hui, on marche à contresens. Ouais, ce conflit, d'ailleurs, on ne le voulait pas, ce conflit, personne ne le voulait. On voulait tirer les dividendes de la paix après ces 30 ou 40 ans de guerre froide. Poutine, malheureusement, nous a réveillés. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne trouve pas des solutions, si vous voulez, à court, moyen et long terme pour respecter les droits de chacun et les territoires de chacun. Ces armes, une fois qu'elles sont données, d'une certaine manière, on en perd le contrôle et la traçabilité, ou on sera demain capable de dire telle arme donnée par tel pays est à tel endroit entre telles mains. Vous avez tout à fait raison, Adrien. On est extrêmement vigilant quand même, surtout sur les armes très sophistiquées. Là, on les suit avec beaucoup d'attention, mais la plus grande attention, vous savez, c'est quand même l'armement nucléaire. C'était la grande peur dans les années 90 en Russie. Et donc, qui a souvent d'ailleurs été invoqué dans ce conflit. Absolument. Fort heureusement, c'est resté une sorte de menace incantatoire. Il y a eu un peu un équilibre de la terreur par les mots, là, des deux côtés aussi, pour dire de la part de l'OTAN, de la part de la Russie. Si l'un ou l'autre venait à déraper, il y a toujours ce levier. Oui, c'est vrai, mais rien n'est terminé, bien malheureusement. C'est pour ça qu'il faudra trouver des solutions pacifiques à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant pour l'esprit de savoir qu'il y a autant de têtes nucléaires qui peuvent détruire la moitié de la planète. Hier soir à Paris, le président français recevait le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Bon, c'est un pays, la Hongrie, qui a une position très compliquée dans ce conflit parce qu'il y avait ces dernières années une proximité entre Viktor Orban et Vladimir Poutine. En même temps, la Hongrie fustige les sanctions contre la Russie tout en les ayant votées aux côtés de ses partenaires européens. Et c'est un pays, la Hongrie, qui est toujours très dépendant des importations d'hydrocarbures russes. Le fait est qu'elle fait partie, cette Hongrie, des pays qui vont avoir leur mot à dire sur la ratification de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Si ça se fait, si le processus aboutit, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que l'OTAN, avec la Finlande et la Suède, aura de plus ou de moins qu'elle n'a aujourd'hui? Deux pays qui partagent nos valeurs occidentales et qui sont fermement décidés, si vous voulez, à s'opposer à toute action contre n'importe quel pays de l'OTAN. Donc ils sont eux-mêmes renforcés et ils renforcent l'alliance. Mais c'est souhaitable, parce que vous disiez tout à l'heure, attention à ne pas être dans une course aux militaires, à l'armement en tous sens. L'OTAN, c'est une alliance militaire. Oui, c'est une alliance militaire, mais une alliance, ce que ne comprend pas Poutine, c'est une alliance défensive. L'OTAN n'a jamais voulu envahir personne et c'est ça qui est terrible avec Poutine, c'est qu'il est persuadé que l'OTAN veut agresser la Russie. L'OTAN en aucun cas ne veut agresser la Russie, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, les Américains ne sont pas en guerre contre la Russie, les Occidentaux, les Français et les Anglais ne sont pas en guerre contre la Russie. On est simplement là pour aider l'Ukraine à ne pas à retrouver ses frontières et à se défendre face à un agresseur. Et c'est ça la grosse difficulté, c'est que le président Poutine n'est pas dans le même logiciel de compréhension que nous.
Les Occidentaux, on le voit, on l'a vu encore hier, Américains, Britanniques, Australiens, dans cette alliance sur les sous-marins. La France a payé pour voir, ça aurait pu être des sous-marins français, finalement, ce ne sera pas le cas. Mais ils le font là, pas face à la Russie, ils le font aussi parce qu'il y a une crainte de la présence chinoise dans toute une partie des mers et des océans du monde. Est-ce que là, vous dites malgré tout, oui, il faut le faire, ils ont raison, ça nous a coûté à nous Français parce qu'on ne récupère pas le marché des sous-marins, mais il faut bien s'armer face à la Chine ? Oui, c'est un autre sujet, un sujet délicat, hein. C'est vrai que nos amis américains ont une obsession contre la Chine, une obsession. Personnellement, je ne pense pas que la Chine, bien sûr, a ses ambitions, notamment, c'est surtout économique. La Chine n'aime pas la guerre. Vous ne pensez pas que ce sera l'ennemi militaire de demain ? Non, je ne pense pas que ce sera l'ennemi militaire demain. La Chine veut la paix, veut le commerce international et ne veut pas s'immiscer dans les conflits. Par contre, c'est ça la difficulté, elle ne supporte pas qu'on s'immisce dans ses affaires internes. Et pour elle, c'est ça la grosse difficulté. Taïwan, ce sont ses affaires internes. Merci beaucoup, Général Patrick Dutartre, de nous avoir éclairé ce matin. On a bien entendu votre message, un militaire qui n'est pas pour la guerre à tout prix.